Plusieurs semaines après la prise du pouvoir par le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, le président de la transition a prêté serment ce vendredi dans la salle de conférence du Palais Mohamed V. Bien avant, le président de la Cour suprême a tenu à rappeler les rôles et missions d'un chef de l'État. Nous vous invitons à suivre quelques extraits de sa déclaration. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national du redressement pour le développement, tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires, connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Monsieur le Président, je vous invite à vous lever, à venir à la barre. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure.
Séance de travail ce jour entre le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini-Makosso et une délégation de bioéconomie conduite par le chef de la division carbone et conseil juridique bioéconomie et parmi les leaders dans la création de solutions au changement climatique dans l'élaboration de stratégies pour les sujets écologiques. France Duclerc Pondengue. Ralph Strebel est venu exprimer sa volonté de signer un accord de partenariat avec le gouvernement congolais pour le stockage du carbone en quantité importante au Congo. Les tourbières recouvrent environ 3% des superficies terrestres émergées du globe. Situées dans des endroits reculés, les tourbières congolaises ont pour l'instant été épargnées par l'activité humaine grâce au leadership du président congolais qui est aussi président de la commission climat du bassin du Congo. Nous avons développé un programme dans les deux départements dans le Congo, notamment la cuvette et la cuvette ouest. Le projet phare va être tout d'abord développé dans la zone de la cuvette, dans la zone de tourbière, et ça sera la fondation d'un agrément de valeur de 3,5 milliards de dollars. Le projet dont il est question est à ce jour le plus grand au monde en matière de stockage de carbone. Et le Premier ministre a marqué son accord. Son Excellence le Premier ministre a donné des feedbacks très importants et il a donné son accord de principe à ce partenariat. Nous avons une grande opportunité de travailler avec son Excellence Madame la ministre de l'Environnement, avec son leadership dans ce partenariat, et nous sommes très contents de travailler ensemble pour concrétiser ce programme de stockage de carbone. Les astres s'alignent sur la voie de la COP26. Les responsables de bioéconomie s'alignent derrière les dirigeants congolais pour faire entendre la voix de la région à Glasgow. Renforcement de la lutte contre la Covid-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a réceptionné plus de 300 000 doses de vaccins Pfizer à l'aéroport de Cotonou, un don du gouvernement des États-Unis de l'Amérique. Suivez le reportage. Pli délicatement emballé contenant 332 280 doses de vaccins Pfizer. Un don des États-Unis d'Amérique à la République du Bénin. Nos dons font partie de l'engagement de longue date des États-Unis en faveur du développement d'un avenir sain et prospère pour le Bénin et son peuple. L'OMS apprécie le geste et salue le sens de solidarité des États-Unis d'Amérique. Le représentant a attiré l'attention sur la bonne gestion de ce vaccin, unanimement reconnu pour son efficacité. Les vaccins Pfizer nécessitent une conservation à une température de moins 80 degrés Celsius pour une efficacité optimale. Selon une récente étude du Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins, qui a minutieusement évalué la qualité, l'innocuité et l'efficacité, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19 a une efficacité de 95%. Reconnaissance du gouvernement béninois au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour son attention soutenue dans la gestion de cette pandémie. En recevant le don, le ministre Benjamin Hunkpati s'est adressé aux agents de santé à qui il demande plus de rigueur dans la gestion de ce vaccin. Le vaccin Pfizer fait partie du groupe des vaccins à ARN messager dont la gestion demande encore plus de rigueur. Je sais que vous prendrez toutes les dispositions nécessaires pour la conservation et l'administration du vaccin, le remplissage des supports et l'accompagnement psychologique des bénéficiaires. Le Bénin est tissé au rang des meilleurs en matière de couverture géographique en service de vaccination contre la Covid-19. Une plus grande adhésion de la population est souhaitée pour dompter définitivement ce virus.
Et on voit à présent le plan national de riposte à la Covid-19 qui est de nouveau soutenu par la France à travers le projet Équité. 4 véhicules et équipements ont été acquis au profit du Bénin. La remise officielle du don a eu lieu ce matin au ministère de la Santé. Jean-Claude James. Remise symbolique des clés. Un geste simple, mais qui fait du Bénin le propriétaire de ces 4 véhicules réfrigérés offert par la France. Un nouvel appui de 223 millions de francs CFA composé de matériel roulant, de médicaments et de consommables médicaux. J'ai compris que vous aviez mis en place des centres de vaccination dans chaque commune. 77 communes, c'est quand même une performance en termes de logistique. Et qu'au-delà des centres de vaccination qui sont les chefs-lieux des communes, il y a des équipes mobiles qui vont dans les villages. Et c'est là qu'on comprend la nécessité de disposer de véhicules pour transporter les vaccins depuis Cotonou jusque dans les communes et ensuite sur place. La France ainsi que son partenaire de mise en œuvre, la coopération technique belge Enabel, se tiennent et se tiendront à vos côtés pour poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de cette lutte engagée au niveau mondial. Le mécanisme d'octroi de ce don au Bénin, à l'instar des autres déjà reçus, reste le même. Le projet Équité de l'Agence française de développement, mis en œuvre par la coopération belge Enabel. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler les remerciements et la gratitude du gouvernement du Bénin, à vous et à votre gouvernement ainsi qu'au peuple français, pour cet important appui qui vient soutenir notre stratégie de riposte en ce moment où notre pays œuvre pour le renforcement des mesures barrières et de la campagne de vaccination. Je voudrais aussi exprimer la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel et à son partenaire stratégique qu'est l'Agence française du développement. Gestes barrières, vaccination, on ne rappellera jamais assez les moyens de lutte contre la Covid-19, dont les variants sont aujourd'hui plus virulents. Il est arrivé ce vendredi à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Le Premier ministre Patrick Kachi représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour la 14e édition de World Policy Conference. Le chef du gouvernement a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture. Tout juste avant cet événement officiel, Patrick Kachi a été reçu par le frère du prince héritier. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Abu Dhabi. Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, accueille sur 3 jours la World Policy Conference. La rencontre réunit depuis 14 ans des personnalités de haut niveau des 5 continents à la recherche de développement optimisé pour les États. Et c'est le Premier ministre Patrick Kachi qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Arrivé en début de journée, ce vendredi, il a été reçu par le prince abou-dhabien avant la cérémonie officielle d'ouverture. Souhaitant la bienvenue, le ministre abou-dhabien de la tolérance et de la coexistence explique que les Émirats sont aujourd'hui modèles de réussite par la force de la sagesse des dirigeants. Ce sera notre sagesse qui nous permettra la coopération, la créativité, la compréhension et le soutien mutuel qui nous permettra de faire face aux défis que pose la pandémie de Covid-19. Thierry de Montbrial, fondateur de la conférence, revient lui sur les conséquences de la Covid-19 qui obligent aujourd'hui une action commune des États. À sa suite, plusieurs interventions rappellent la nécessité d'intensifier la coopération, d'accorder une place de choix au dialogue, de privilégier la solidarité face aux maux tels que le réchauffement climatique, la lutte contre la faim dans le monde, les cyberattaques. Aucune institution, aucun leader à lui seul ne pourrait affronter les problèmes majeurs sans la collaboration des autres instances. Nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Nous sommes appelés à jeter des ponts, à travailler ensemble. Face au monde, Patrick Kachi, au nom du chef de l'État, porte la voix du continent africain. En quelques mois, la pandémie a en effet interrompu une dynamique de croissance qui s'était installée depuis plus d'un quart de siècle,
désorganiser les chaînes de valeur et provoquer une recrudescence profonde des inégalités. L'Afrique ne dispose pas aujourd'hui des armes nécessaires pour triompher seule. Certes, beaucoup a été fait. Suspension du service de la dette par le G20 pour certains pays, aide financière exceptionnelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ou programme COVAX pour la vaccination. Mais cela sera-t-il réellement suffisant? Nous ne le pensons pas. Et face à ce tableau, des solutions résumées en 3 points. La première transformation, mesdames et messieurs, est celle du financement de nos économies. Il faut donc à tout prix mettre et permettre aux pays africains d'accéder à des ressources de grande ampleur et à faible coût, pour leur permettre d'investir dans les secteurs sociaux et les infrastructures. C'est pourquoi l'enjeu actuel autour des DTS du Fonds monétaire international, porté par le sommet de Paris, est fondamental. La seconde transformation vise à faire du développement du secteur privé une priorité absolue, une urgence nationale. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision Côte d'Ivoire 2030, consacrée par le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui vise à doubler à nouveau notre PIB par habitant en 10 ans, réduire de moitié notre pauvreté en suivant la dynamique initiée depuis 9 ans, faire progresser notre espérance de vie de 10 ans et donc créer également ces 8 millions d'emplois supplémentaires. Les 2 premières transformations précitées ne pourront advenir sans la réalisation concomitante d'une 3e transformation fondamentale, celle de l'adaptation rapide de notre administration et de notre gouvernance. Autre défi, celui de la vaccination des populations. Il faudra faire plus et plus vite, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. La World Policy Conference est une initiative de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Elle est classée ces 3 dernières années dans le trio de tête des think tanks les plus influents au monde. En marge de cette initiative présidentielle en faveur de la formation professionnelle et technique, plusieurs acteurs nationaux et internationaux se sont prononcés. Ils estiment que cette démarche va booster l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Reportage Aliou Ibrahim, Yazrabu et Ousmane Sani Abdou. Placé au cœur des priorités présidentielles, l'enseignement technique et professionnel a connu des résultats spectaculaires les 10 dernières années. La rencontre de ce matin confirme une fois de plus l'importance que le président de la République, Mohamed Bazoum, accorde à ce sous-secteur de la formation technique et professionnelle. D'où la satisfaction affichée des partenaires techniques et financiers qui appuient ce sous-secteur. Vous avez pris des initiatives fortes en ce sens. Et je souhaite vous assurer de notre soutien. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour renforcer ces systèmes de gouvernance et pilotage souverain. Les acteurs locaux sont fortement impliqués et interviennent également. Ils saluent l'engagement fort du président Mohamed Bazoum au profit de l'enseignement technique et professionnel. Permettez-moi de remercier le président de la République pour cette initiative louable et de saluer les efforts de l'État en faveur de meilleures conditions de formation et d'apprentissage au sein des établissements de la formation professionnelle et technique. L'Association nationale des parents d'élèves, j'avoue, était rentrée dans cette salle avec beaucoup de choses à dire, mais le président de la République nous a déjà édifiés sur les intentions de la République et nous sommes preneurs de ces intentions positives dans l'intérêt de la nation et dans l'intérêt de nos enfants. Les promoteurs privés réaffirment leur engagement à vous accompagner dans cette noble mission qui vise à réformer notre système éducatif pour un meilleur avenir de nos futurs cadres au Niger. Nous sommes convaincus
que cela ne peut se faire qu'à travers un partenariat actif, gagnant, ne reposant pas uniquement sur la législation et les politiques. Un changement de paradigme et une culture organisationnelle de changement impliquent un investissement autant du privé que du public. Le sous-secteur de la formation professionnelle et technique sous les nouveaux rails de son développement en atteste les engagements des principaux acteurs à œuvrer davantage pour booster ce secteur. C'est en cela que le président de la République a invité tous les partenaires, sans exception, qu'ils soient de l'extérieur ou bien de l'intérieur, pour qu'on se mette ensemble. Cette rencontre présidentielle a permis à ces derniers d'exposer leurs préoccupations, de décliner leurs projets, une démarche fortement saluée par le président Bazoum. Quatre hélicoptères de combat pour nos forces armées de sécurité. L'acquisition de ces moyens aériens entre dans le cadre du processus de renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. Ces appareils en clair vont permettre à nos hommes de progresser rapidement sur le théâtre des opérations. Ils ont été réceptionnés par le ministre de la Défense et les anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Le point avec Aridjou Matina. De nouvelles acquisitions pour l'armée malienne. 4 hélicoptères de combat de type Mi-171 flambant neufs achetés par l'État malien auprès de la Fédération de Russie vont renforcer notre parc aérien en moyen d'opération. Le renforcement des capacités de l'armée malienne enclenché occupe une place prépondérante dans les missions des autorités de la transition. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères ont été entièrement acquis sur le budget national. Cet événement est une nouvelle illustration de l'effort particulièrement constant que le peuple malien consent pour l'équipement de son armée. C'est aussi un exemple supplémentaire du souci constant de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. Ces équipements témoignent de la parfaite collaboration avec le partenaire russe. La Fédération de Russie, pays ami avec lequel le Mali a toujours entretenu un partenariat très fructueux. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021. L'armée malienne poursuit sa montée en puissance et les moyens aériens contribueront à préserver l'intégrité du Mali et assurer la sécurité des populations.